Bonjour, je m'appelle Isabelle Dautan et je vous présente le titre de ma communication Entre la langue et le palais, l'art de la gastronomie française. Je vais partager mon écran avec vous. Et nous voilà partis. Dans le cadre de mes fonctions au département de culture française de l'Université Bar-Ilan, je dispense non seulement des cours de FLE, mais aussi des cours de culture française et francophone. Il en est un qui me tient spécialement à cœur, c'est celui de l'art de la gastronomie française. Je vais vous expliquer, je vais vous présenter comment il est né ce cours. L'idée m'est venue lorsque j'ai constaté à quel point les jeunes Israéliens choisissaient d'apprendre dans le français, entre autres pour s'approprier des savoirs et des termes culinaires français. Il y en a parmi eux qui se préparaient à partir en France pour étudier la cuisine dans l'une des illustres institutions françaises qui traitent de la gastronomie, et d'autres étaient déjà bien engagés dans la restauration en Israël. Et cela continue d'année en année. Je constate cet intérêt, ce grand intérêt pour la gastronomie. Ainsi, dans mes cours de FLE, le sujet de la cuisine était constamment présent. Je me suis donc lancée dans ce projet, c'est-à-dire dispenser en hébreu et entièrement en ligne un cours de culture française qui reliera savoir et apprentissage de la langue. Tous les ans, ce cours jouit d'une grande popularité, non seulement parmi nos étudiants du département, mais aussi parmi tous les étudiants de notre université qui ont l'option de choisir ce cours pour recevoir des crédits académiques supplémentaires dans leur cursus d'études. En quoi consiste ce cours? Le but du cours est de découvrir une des facettes les plus fascinantes de la culture humaine, la passion de manger. On y voit comment l'acte de nourrir, qui était supposé au départ remplir un simple rôle de survie, comme il l'est chez les animaux par exemple, est devenu, spécialement en France, un art à l'égal de toute autre forme d'art. Le cours suit ainsi le développement de la gastronomie en France par le biais de l'étude historique et empirique de la nourriture pour arriver à la période contemporaine, période qu'on examine tout particulièrement afin de définir le statut de la gastronomie française en France et dans le monde. On progresse ainsi dans le temps en faisant constamment des liens entre langue et gastronomie, en faisant constamment allusion aux mots et aux expressions françaises de la gastronomie, mots connus mais souvent utilisés à tort par les étrangers, dont les Israéliens. Cette communication vous donnera donc un petit aperçu de ce cours. Posons-nous la question, qu'est-ce que la gastronomie? Ce terme gastronomie, d'où vient-il? En général, quand on parle de gastro, on pense à la santé. Mais si l'on retourne à l'étymon du terme, nous trouvons le terme gastro en grec, qui veut dire estomac, et nomos, les règles, c'est-à-dire les règles de l'estomac, ou encore l'art de régler l'estomac. En 1835, le mot gastronomie a été reconnu par l'Académie française, et à ce moment-là, il est déjà compris comme l'art de la bonne chère. Et quand je dis chère ici, c'est C-H-E-R-E. Un peu plus tard, un journaliste et un grand gourmet, celui que vous voyez en caricature sur la diapositive, Charles Moncelet, donc, précisait que la gastronomie était la joie de manger dans toutes les situations et à tout âge. Et comme on est déjà après la Révolution, au XIXe siècle, Charles Moncelet, on ajoute aussi qu'elle est un droit qui revient à tout un chacun. À la Révolution, on parle de liberté, égalité, fraternité. Le droit de jouir de la nourriture est un bien qui revient à n'importe qui, peu important soit sa classe sociale. Et c'est ceci qui est peut-être important, car aujourd'hui, quand on parle de la gastronomie, on sous-entend restaurant très cher, très coûteux. Non, ça doit être un bien de tous les jours pour chacun. Ainsi donc, ce n'est pas simplement l'acte de manger. On ne peut pas utiliser le terme gastronomie, par exemple, pour un animal,
Vous avez déjà vu comment mange votre chien, même s'il est capable d'apprécier quelque chose plutôt qu'une autre chose, un plat plutôt qu'un autre, ou il peut aussi apprécier de ronger un os à la moelle, mais il avale son plat à la rapidité d'un éclair sans faire intervenir les sens. Les sens, c'est peut-être le mot le plus important quand on parle de gastronomie, et pas seulement un sens, tous nos sens. À ce propos, dans son livre « Mutation et mode alimentaire », le socio-anthropologue de l'alimentation, Jean Poulain, écrit, et vous avez, je crois, la citation sur le diaporama. Il est important de voir la distinction qui se pose dans la toute première partie du XXe siècle entre gourmet et gourmand. Quelle est la distinction? Quelle est la différence? Le premier état renvoie à une pratique qui se veut esthétique de la maîtrise des instincts, une sublimation, une révélation de la jouissance de la chair par mesure. Regardez quel terme il utilise. Sublimation, révélation de la jouissance. Le second, c'est-à-dire le gourmand, il est inscrit dans la transgression, l'abdication de la raison face à l'impétuosité du désir. Quand on voit par exemple des pauvres ou bien des personnes qui n'ont plus mangé depuis quelque temps, on voit comment ils avalent la nourriture sans la goûter. Ils l'avalent vraiment en abdiquant, en transgressant cette norme de la gastronomie qui est de jouir de ce qu'on mange. Cela dit, le gourmand transgresse et abdique aux forces de l'instinct et du désir sans faire appel à ses sens. On va résumer ça par « il dévore plutôt que ne goûte ». Goûter avec les sens, là est la clé de la gastronomie. Aujourd'hui, les spécialistes en la matière distinguent trois grands principes de base de la gastronomie. Pour être gastronomique, un plat doit éveiller tous les sens. Et quand j'ai dit tous les sens, c'est la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Oui, la vue, oui, l'ouïe et bien sûr le toucher. L'odorat et le goût, on comprend, mais peut-être pas tous les autres. Je ne développe pas ça ici dans cette présentation, mais bien sûr, nous le présentons dans le cours. Le deuxième grand principe de base de la gastronomie, c'est qu'il doit provoquer la surprise. On doit être étonné de manger, mais joyeusement étonné. Et cette provocation par la surprise, elle peut être faite à partir d'un simple produit. Un œuf, par exemple, mais un œuf d'excellente qualité et cuit comme il se doit. En général, le premier examen d'un cuisinier, d'un chef, est la façon de préparer un œuf. OK? On a aussi beaucoup de modes de préparation d'un œuf. Autre genre de provocation par la surprise, quand on combine quelque chose d'original et d'inattendu avec des produits qu'on connaît. Par exemple, un exemple vraiment très actuel, je trouve aussi bien dans mon pays en Israël qu'en Belgique, mon pays de naissance, ou partout dans le monde, du chocolat au sel de Guérande. Cette association du sucré et du salé, et pas n'importe quel sel, puisque c'est le sel français de Guérande. On peut aussi provoquer la surprise avec un ingrédient inconnu, par exemple le yuzu, qui est un fruit japonais, qui octroie une nouvelle arôme à un plat occidental, par exemple. C'est découvert par des nouveaux produits et aujourd'hui, on en connaît beaucoup sur le marché. Le dernier principe de base de la gastronomie, c'est que la gastronomie doit entretenir un lien intime entre la nourriture et son terroir, c'est-à-dire le terroir de cette nourriture. C'est ce qui est lié à l'environnement local de la nourriture. Et cela se rapporte bien sûr à tous les produits alimentaires et à tout contexte humain. En effet, chaque peuple dans toutes les régions du monde a ses plats spécifiques, adaptés à son terroir, adaptés à sa religion, à sa tradition. OK? Le pâté de canard français, par exemple, le steak frites belge, le dim sum chinois, le hummus falafel chez les populations du Moyen-Orient, etc., etc. Mais on parle de gastronomie en général jusqu'à présent.
Quel est le lien entre la gastronomie et la France? Pourquoi la France est considérée comme le pays de gastronomie par excellence? Est-ce un stéréotype? Ou ce statut est-il fondé? Est-il encore vrai de nos jours? Est-ce que le statut de la France en matière de gastronomie est officiellement reconnu? Qui a dit que la France était le pays de la gastronomie par excellence? Nous allons tenter de répondre brièvement à ces questions. Suite à l'étude que nous avons faite, nous avons observé que la France a indéniablement un atout historique sur le développement de la gastronomie et je mets l'accent ici sur le mot historique. On a aussi observé que plus que tout autre pays, elle a développé la langue de la gastronomie. La langue de la gastronomie qui est devenue internationale. On utilise les termes de la gastronomie française partout dans le monde pour parler de la cuisson, du genre de sauce, etc., etc. On sait aussi que c'est la France qui a fixé des règles bien précises dans les processus de préparation d'un repas. Les recettes, les règles, l'organisation de la cuisine, la présentation visuelle des plats, la mise en table, la façon de manger, ce qu'on appelle pas seulement en gastronomie, mais aussi plus largement l'art de la table. Soit il faut reconnaître aux Français le fait qu'ils ont transformé l'acte de manger en une forme d'art égale à toute autre forme d'art. Et on sait à quel point l'art, la culture en France est importante encore de nos jours. Aujourd'hui, la gastronomie devient une discipline universitaire qui est d'ailleurs de plus en plus prospère un peu partout dans le monde et surtout en France. Et cela, même s'il faut quand même le reconnaître, les meilleurs chefs et restaurants couronnés ces dernières années ne sont plus toujours français. Et c'est là qu'on se demande quel est le statut de la France aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, si on regarde à la gastronomie dans une visée historique, il faut reconnaître que la gastronomie française ou la France a apporté beaucoup à l'art de la gastronomie. Alors, j'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que ce statut est reconnu dans le monde? Au début de son mandat en 2007, Nicolas Sarkozy avait demandé à l'UNESCO de reconnaître d'une façon ou l'autre ce statut de la gastronomie française comme faisant partie du patrimoine mondial de l'humanité. Pour ce faire, la France devait soumettre un dossier comprenant un texte et un clip, et cela afin de justifier sa demande. Qu'est-ce qui permettra aux inspecteurs de l'UNESCO de décider si oui ou non la France est un pays spécialement gastronomique? Après inspection, l'UNESCO l'a déclaré. Le repas gastronomique français appartient au patrimoine mondial de la prestigieuse institution. Cette appellation est assez singulière, il faut dire, le repas gastronomique français. On ne parle pas de l'art de la gastronomie ou bien la gastronomie française, on parle du repas gastronomique français. En quoi consiste-t-il ce repas gastronomique français? Quelle est cette appellation? Alors, le repas gastronomique des Français est considéré comme une pratique sociale, coutumière, qui est destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie des individus. Ici, on parle des individus français, ok? Mais peut-être pas seulement. Il s'agit d'un repas soi-disant festif dont les convives pratiquent l'art du bien manger et du bien boire. Le repas gastronomique met l'accent sur le fait d'être bien ensemble, le plaisir du goût, l'harmonie de l'être humain et les productions de la nature. On voit que c'est déjà bien riche, mais on voit que ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. C'est un repas festif qui est fêté en France. Parmi les composantes importantes du repas gastronomique figurent le choix attentif des mets, l'achat de bons produits de préférence locaux, on en a parlé, le terroir, et dont les saveurs s'accordent. Il faut savoir accorder quel mets à quel autre mets. Le mariage, bien sûr, entre mets et vin, la décoration de la table et aussi toute la gestuelle de la dégustation, de la préparation du repas, humer avec son nez, humer les odeurs, goûter ce qui est servi à table, etc., etc. Le repas gastronomique, selon le même texte que
que la France a soumis à l'UNESCO, le repas gastronomique doit respecter un schéma bien arrêté, bien spécifique. Il commence par un apéritif et se termine par un digestif. Entre les deux, il y a au moins 4 plats. Une entrée, on la connaît dans tous les restaurants du monde, une entrée, puis un plat principal qui est composé de poisson ou de viande avec des légumes. Puis à la fin, du fromage et un dessert. Voilà de quoi est composé le plat gastronomique, le repas gastronomique français. Les personnes qui sont reconnues en France comme étant gastronomes doivent avoir une connaissance approfondie de la tradition. Ils en préservent d'ailleurs la mémoire et veillent à la pratique vivante des rites et contribuent à leur transmission orale ou écrite aux jeunes générations en particulier. C'est ainsi que le repas gastronomique français n'est pas fait uniquement par des spécialistes, par des gastronomes, il est fait par des familles ou par des amis où l'on a aussi bien des adultes que des enfants. Soit, on va terminer par cette petite note concernant le repas gastronomique. Le repas resserre le cercle familial et amical et plus généralement, il renforce les liens sociaux. Il y a même des spécialistes de la gastronomie française qui disent que le repas gastronomique français est simplement une communion humaine autour d'un repas. Je trouve que c'est une belle définition. Sur le diaporama, vous pouvez voir le lien qui vous mènera éventuellement, si vous avez le PDF, qui vous mènera au site de l'UNESCO où vous pourrez voir la vidéo que la France a préparée pour présenter, pour soumettre son projet, son titre de reçu par l'UNESCO, le repas gastronomique français. Notons également que le repas gastronomique français ne se termine pas en 1 heure. C'est quelque chose que j'ajoute et qui n'est pas spécialement dit, mais c'est vu dans la vidéo. On passe toute la journée autour de ce repas gastronomique. Il s'étale en effet sur toute la journée parce qu'on prépare le repas le même jour. On va d'abord faire ses courses au marché, on prépare le repas tous ensemble, on prépare la table et puis on mange autour de la table pendant parfois quelques heures. Je voudrais citer le philosophe et essayiste roumain Cioran, qui, dans un de ses entretiens publiés en 1995, écrivait « À Paris, je me suis rendu compte que manger est un rituel, un acte de civilisation, presque une prise de position philosophique. Ce n'est pas simplement un simple repas. » Comme dit au début de notre communication, le cours que j'ai élaboré au département de culture française traite bien sûr des liens entre la langue et le palais, la langue française bien sûr, mais aussi la langue que nous avons dans la bouche et le palais que nous avons aussi dans l'espace de notre bouche. Donc, on parle beaucoup de l'histoire de certains produits alimentaires et de plats spécifiques en plus de la langue. Et ce cours se développe autour d'une revue historique du développement de la gastronomie depuis les grandes civilisations de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Je vais vous donner un aperçu donc de l'aspect historique du cours. On se pose tout d'abord la question: à partir de quand l'être humain a-t-il appris à déguster plutôt qu'à dévorer? Peut-on par exemple parler de gastronomie dans la Bible? Plus tard, pour se rapprocher de la France, puisque c'est un cours sur l'art de la gastronomie française, on arrive chez les Gaulois. Mythe ou réalité, les festins gaulois? On connaît tous les BD d'Astérix qui se terminent toujours par un grand banquet de victoire. Était-ce vraiment comme ça? On essaie d'examiner ce point. Par après, on arrive au Moyen-Âge et on y observe les paradoxes entre la religion catholique et la nourriture. Une religion qui prétend que lors de son existence sur Terre, l'homme doit s'abstenir et restreindre le plaisir de la chair, A-I-R, et de la chair, E-R-E, mais c'est pourtant dans les monastères que les moines font les meilleurs vins, les meilleures bières, les meilleurs fromages et autres gourmandises.
Comment expliquer cette transgression des moines? Heureusement pour la France, la Renaissance arrive au XVIe siècle. La religion est un peu mise de côté et l'homme commence à se permet maintenant à jouir sans honte et jouir du plaisir de manger, entre autres. Ainsi, Gargantua et Pantagruel, ces deux bons géants de Rabelais, nous le montrent avec beaucoup d'humour, à quel point la nourriture est importante pour notre plaisir, pour notre morale, etc. N'oublions pas que c'est aussi à la même période, à la Renaissance, que Catherine de Médicis introduit la table italienne à la cour, et ce sera un grand apport à la France. La France s'est basée non seulement sur la Renaissance italienne, le Quattrocento italien, mais elle s'est inspirée aussi du domaine de la gastronomie. Dans notre continuité historique, on arrive au XVIIe siècle avec le roi Louis XIV, le roi Soleil, et c'est autour de la table des rois et des aristocrates que se développent les grandes théories et les grandes règles de la gastronomie classique. C'est à cette période que vont naître les grands chefs de cette période, et on voit aussi à cette période, et on examine cela profondément dans le cours, la gastronomie devient même un outil politique important. Il fait partie des politiques européennes et pas seulement françaises. C'est important pour les aristocrates, mais c'est aussi important pour les affaires étrangères, comme on le dit aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, on arrive à la Révolution et les chefs ont perdu leur roi ou leur prince ou leur aristocrate. Ils se retrouvent sans travail. Qu'est-ce qu'ils font à la Révolution française? Ils partent en exil dans d'autres royaumes d'Europe, par exemple en Russie, ou bien ils ouvrent les premiers restaurants. Et ce sont vraiment les premiers restaurants qu'on appelle tels quels. Avant ça, on n'avait pas des restaurants, on avait des auberges ou des tavernes, etc., etc. Un petit exemple. Connaissez-vous l'histoire du mot restaurant? C'est un mot très intéressant. Après la Révolution, un cuisinier parisien vendait des bouillons qu'on pouvait acheter sur place dans sa cuisine. Or, tout le monde sait qu'un bouillon, un bon bouillon, aide à recouvrir la santé quand on est malade. C'est une des recettes qui nous est léguée par nos grands-mères en général. Vous êtes grippé, une bonne soupe, un bon bouillon de poulet vous remettra en bonne santé. Ainsi, notre cuisinier a appelé son bouillon un bouillon restaurant. Bouillon restaurant. Le mot restaurant ici, dans cette locution, c'est un participe présent, c'est-à-dire un bouillon qui vous restaure la santé. Et c'est ainsi que le mot restaurant est devenu mondial pour désigner l'endroit où l'on peut manger en dehors de chez soi. Donc voilà notre restaurant qui était au départ un bon bouillon de poulet ou de bœuf ou de dinde, etc., etc. Donc ainsi, suite au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, naissent les grands chefs, avec des mots très connus comme Antonin Carême, qui est surtout connu pour ses gâteaux montés, Adolphe Dugleret, qui font de la cuisine, tous ces chefs qui font de la cuisine classique, ainsi que les grands gastronomes. Et les grands gastronomes, ils ont ce rôle de mettre par écrit leur théorie de la gastronomie. Soit-il journaliste ou simplement bon vivant, comme Grimaud de la Reynière, par exemple, ou Brillat-Savarin. On connaît le livre de Brillat-Savarin, Physiologie du goût, Grimaud de la Reynière aussi, ou encore Charles Moncelet, auquel nous avons déjà fait allusion au début de cette présentation. Donc, tous ces chefs mettent par écrit leurs recettes, leur mode de cuisine, ou bien font des commentaires sur la nourriture ou sur la santé, comme par exemple ce qu'on trouve dans la Physiologie du goût, qui est vraiment très, très compréhensif comme livre sur la gastronomie. On arrive au XXe siècle avec une ribambelle de grands chefs qui se suivent les uns après les autres. On ne va citer qu'Escoffier, Eugénie Brazier, parce que c'est la première femme qui a des étoiles au Michelin, mais Eugénie Brazier, c'était le début du XXe siècle.
mais c'était une grande chef, on peut le dire. D'ailleurs, Paul Bocuse a commencé sa carrière chez Eugénie Brasier. Paul Bocuse, Joël Robuchon, Michel Gras, Michel Guérard, la famille des Trois Gros, etc., etc. Ça n'arrête pas. On a énormément de grands chefs français. Dans les années 80 du XXe siècle est née la nouvelle cuisine. Et au tournant du 20 et du 21e siècle, nous avons la cuisine moléculaire qui est déjà presque révolue d'ailleurs. Et depuis, on arrive à de nouveaux termes. Le fooding, le fusion food, le street food, le food pairing, la cuisine moléculaire. Et on y voit comment de plus en plus on en perd, le français se perd. On voit des termes anglicisés, si on peut dire, des termes anglais plutôt que français. Mais on voit aussi certaines tendances, le street food, food pairing, l'association des mets. La cuisine moléculaire, je ne vais pas en parler, vous pouvez trouver ça très facilement sur Internet, mais c'est un genre ou bien une tendance culinaire. Je disais qu'elle est presque révolue et en fait, oui, aujourd'hui, elle est remise en question. Okay. En tout cas, parmi toute cette revue historique, on voit comme toutes les formes d'art que la gastronomie n'échappe pas aux modes et aux tendances. Elle reste vraiment quelque chose de français, mais aussi de mondial, et on trouve des modes, okay? comme dans les vêtements, par exemple, comme dans l'habillement. Pour terminer, allions gastronomie et littérature pour découvrir un autre rôle important de la gastronomie, nous ramener à la nostalgie, au plaisir d'un temps perdu. Alors, je vous lis la citation que vous allez bien sûr très vite reconnaître. Mais quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était la chambre vint comme un décor de théâtre. Alors, vous aurez reconnu ici Marcel Proust, bien sûr, du côté de chez Swann, et sa célèbre Madeleine, qui est le moteur pour écrire cette énorme œuvre littéraire qu'est À la recherche du temps perdu. Je vous souhaite à tous de toujours apprécier la nourriture et de bien manger, de continuer à parler le français de la gastronomie et pas seulement. Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.